Bon, il faut qu'on revienne sur ce qui se passe en ce moment en mer Rouge, avec des effets sur le commerce mondial et aussi, vous allez voir, sur les marchés, ces attaques menées par des rebelles houthis qui sont basés au Yémen, qui se multiplient et on a vu beaucoup d'armateurs, les plus grands d'ailleurs, choisir finalement d'éviter cette zone en mer Rouge, ce qui n'est pas sans conséquences économiques et aussi encore une fois sur les marchés. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà peut-être pour commencer, peut-être un rapide rappel de cette situation géopolitique que pas tout le monde, a priori, n'a en tête non plus. Non, et c'est pas surprenant dans la mesure où la situation du Yémen n'intéresse pas grand monde, n'intéressait pas grand monde dans les pays occidentaux, alors qu'effectivement, depuis, on peut comment dire, dater, en gros, la mouvance houthite, elle s'enracine dans les années 90, et ça commence véritablement début des années 2000, 2004, avec la guerre du Sada, qu'on appelait ça, où le chef du mouvement houthiste a été tué par le pouvoir en place. Pour résumer, en fait, le mouvement houthiste, c'est une organisation militaire, politique, religieuse, chiite, dans un pays qui est relativement divisé. On a, en gros, une majorité, pas énorme, une majorité sunnite qui est plutôt au sud, au sud-est, et on a une minorité chiite qui est plutôt au nord, au nord-ouest. Et donc ces deux mouvances, si je puis dire, se font la guerre depuis les années 2000. Ça a été compliqué significativement à partir de 2014, puisque les houthistes prenant le dessus sur le pouvoir en place et se rapprochant de l'Arabie Saoudite, il y a eu une offensive militaire d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite dans le pays à partir de 2014-2015. Là aussi, on en a finalement assez peu parlé, alors que ça a quand même ravagé le pays. Et on se retrouve en 2023, David, avec finalement l'Arabie Saoudite qui, au bout de 8 ans de conflit, a entamé des pourparlers de paix pour sortir. On était finalement à ce stade-là. Dans un pays qui reste profondément divisé, avec une organisation qui est très puissante désormais au nord-ouest du pays, et qui a donc refait parler d'elle à l'occasion du conflit israélo-palestinien. Rébellion soutenue et armée par qui ? Par l'Iran. Eh oui, donc ils sont chiites, donc effectivement, il y a là le soutien actif de l'Iran dans l'arsenal notamment qui est fourni à cette organisation avec, on l'a vu, des missiles et également des drones qui sont véritablement à l'œuvre depuis maintenant plus d'un mois. Oui, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ces rebelles houthis menacent clairement le trafic maritime en mer Rouge, qui est un canal, un point de passage qui est très important. Et on a en tête ces images, il faut les voir sur X, j'ai regardé, ces images d'un commando qui attaque un cargo, c'était fin novembre. C'était 19 novembre, pour être précis. Donc au départ, effectivement, très tôt, en fait, le mouvement houthiste a fait part de sa solidarité avec le peuple palestinien et donc a choisi, puisqu'en fait ils sont situés à un endroit assez stratégique, David, on ne l'a pas dit, ils sont situés effectivement non loin du détroit de Bab el-Mandeb, ça s'appelle les portes des lamentations en français, ça porte plutôt bien son nom, qui en fait est le détroit entre la mer Rouge, qui conduit au canal de Suez, et le golfe d'Aden. Vous imaginez un petit peu que c'est pas mal, il faut savoir que quand même 20 000 navires transitent chaque année par le canal de Suez, 12% du commerce mondial qui passe notamment par la mer Rouge. On voit bien comment cet endroit est stratégique. Et donc, au début du conflit, en tout cas quand l'offensive israélienne prend de l'ampleur dans la bande de Gaza, on assiste effectivement à des raids. Dans un premier temps, plutôt, on va dire, centré sur des navires israéliens ou soupçonnés comme étant faisant du commerce avec Israël. Et puis, assez vite, finalement, tout ça se généralise, tout le monde est un peu pris pour cible. Il y a des attaques de drones de plus en plus fréquentes sur des navires, à tel point qu'effectivement, ça devient une véritable problématique pour les armateurs. Exactement. Et résultat, tous les armateurs, tous les plus grands en tout cas, ont annoncé les uns après les autres qu'ils allaient dérouter et éviter cette route incontournable, en tout cas quasiment, enfin en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Oui, alors, et c'est paradoxal parce que finalement, il y a quand même beaucoup de moyens militaires dans la région, y compris français d'ailleurs, et américains, français, et on est un peu rythmé sur les derniers jours par effectivement tel bâtiment de guerre a envoyé tel missile pour intercepter des drones. Ce dont on se rend compte, David, c'est que, effectivement, déjà, c'est pas simple parce qu'on est vraiment typiquement dans un conflit asymétrique où pour un drone qui va coûter quelques milliers de dollars, il faut mettre en face du missile
missile d'interception qui coûte souvent, lui, plusieurs millions, enfin au moins 1 million, donc c'est quand même assez compliqué. Et puis, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, vous l'avez dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la liste grandit, hein, des grands groupes qui ont décidé de se détourner de cette route. On avait hier BP hein, qui a rejoint la liste, donc le géant pétrolier. On a également le géant taïwanais du transport maritime Evergreen, oui. qui ont annoncé qu'ils suspendaient tout le trafic en mer Rouge. Ils rejoignent le danois Maersk, l'allemand Hapag-Lloyd, le français CMA CGM, l'italo-suisse MSC. Bref, la liste s'allonge de jour en jour. Et la seule solution, c'est de faire, pour le coup, un grand détour. Oui, on se déroute vers vers l'Afrique, vers le cap de Bonne-Espérance, au large d'Afrique du Sud. Donc, a priori, ça avait. D'ailleurs, l'armateur israélien Zim l'avait annoncé le premier, parce que lui était directement impliqué, donc il a choisi cette route. Alors, voilà, hein, le détour rallonge le voyage de 40%, donc c'est quand même significatif, avec, on l'imagine assez bien, des surcoûts en termes de carburant, en termes de complexité, et bien sûr des délais d'acheminement. C'est pas la même chose de couper court par le canal de Suez et de faire le grand chemin. Ce qu'on peut dire, David, c'est que pour le moment, même si moi j'ai essayé de trouver des chiffres récents, j'avais des chiffres à date, il semblerait qu'une 50aine de navires pour le moment soient déroutés, ce qui est assez faible finalement comparé à l'ampleur du transport maritime dans la région. Ouais. Donc on va voir si ça grossit en semaine. Mais pour le moment, ça reste plutôt marginal. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça se passe dans un contexte qui est tendu pour le transport maritime, puisque d'un côté, on a quand même, là aussi, si on suit un petit peu, pas mal d'escarmouches toujours en mer de Chine, qui est aussi une zone particulièrement active du commerce maritime et du commerce mondial, et on a un canal de Panama qui est à sec, je plaisante à peine, en tout cas, qui est historiquement bas à cause de l'insuffisance des pluies, et donc là aussi, le trafic est limité. Tout ça met en tension un peu le transport maritime. Et donc les effets, en tout cas en bourse, n'ont pas tardé à se faire sentir. Oui. C'est aussi pour ça qu'on en parlait. Et oui, hier, c'était quoi? C'était le rebond du Brent, hein, oui. Puisqu'effectivement, il y a quand même une grande partie des hydrocarbures. Non, alors oui, ça tient quand même. Il y avait une petite rebaisse aujourd'hui, mais c'est pas non plus un effondrement. On voit quand même que le Brent qui était tombé effectivement autour de 70 a repris 7-8 $ dans la foulée. Bien sûr, ça profite aussi aux armateurs. Alors on pourrait se dire, mais c'est bizarre, parce que finalement, ils vont avoir plus de coûts, mais ces coûts, ils les répercutent à leurs clients. Et puis, un peu comme pour les assurances, vous avez une prime de risque, hein, plus c'est risqué de faire circuler les bateaux, plus c'est cher, et donc c'est plutôt bon pour leur rentabilité. Donc on a effectivement les cours, je vous citais, hein, Maersk qui a pris 20% en 3 séances, Hapag-Lloyd, c'est pas facile à dire, ça ce sont les armateurs, hein, Maersk danois, Hapag-Lloyd l'allemand, 10%. Transporteur italien d'Amico, plus de 10%. Voilà, donc pour les primes de risque, on a quand même cette donnée de Reuters qui est intéressante. Hein, prime de risque de guerre, on bondit, c'est 0,15 à 0,2 de la valeur d'un navire. C'était 0,07 la semaine précédente. Donc on voit bien sur... voilà. Résultat, on pourrait se dire, si on est un petit malin, tiens, pourquoi pas miser sur les valeurs du secteur. Attention, parce que c'est quand même assez volatile. Maersk reperdait du terrain. J'ai même trouvé un ETF qui s'appelle Sonic Shares Global Shipping. Voilà, bon, c'est quand même pas facilement investissable comme secteur, c'est beaucoup des valeurs étrangères sur des marchés étrangers, sur des devises étrangères, donc c'est pas forcément simple. Bon, et il ne faudrait pas que tout ça dure trop longtemps parce que les répercussions pourraient être, pour le coup, là, plus aiguës et plus sévères sur le commerce mondial et donc la croissance mondiale. C'est ce qu'on pourrait se dire, surtout si on a évoqué ces points de fragilité du transport maritime. On voit quand même qu'on attendait une réponse sécuritaire et elle est venue, puisqu'on a eu hier, effectivement, le secrétaire à la Défense américain qui annonçait qu'il allait y avoir une coalition donc qui comprend une dizaine de pays, France, Royaume-Uni, Bahreïn, Canada, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Seychelles même, qui vont essayer de faire un petit peu mieux ou un petit peu plus la police pour surveiller cette zone, parce que je pense que tout le monde a bien compris qu'elle était critique et qu'on n'avait peut-être pas besoin de voir un baril du Brent ou du brut flamber en cette période. Donc voilà, d'ailleurs c'est aussi ce qui explique sans doute une partie du mouvement de correction ce matin, le fait que cette annonce vienne essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe en ce moment. Quand même, continuer à surveiller la situation dans les semaines qui viennent, parce qu'on va voir si ça calme l'activité ou pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci David.